13 juin 1944, 08h47, la rue Clémenceau, à Villers-Bocage, en Normandie. Le lieutenant Jacques Dubois, du régiment de Yeomanry, du comté de Londres, était assis dans le deuxième char Cromwell de la colonne. Une patrouille de routine, pensait-il. Les Allemands étaient en pleine retraite après le débarquement du jour J. Leur régiment avait reçu l'ordre d'avancer rapidement vers le sud, de percer les lignes allemandes. Cela devait être une journée facile. Alors, Jacques entendit ce bruit. Un grondement profond, un rugissement de moteur qui faisait vibrer l'air. Il tourna la tête vers la droite. Sortant d'une rue latérale, un seul char avançait. Pas n'importe quel char, un Tigre. La tourelle pivotait avec une précision machinale. Le premier obus de 80 mm frappa le Cromwell de tête directement sur le flanc. L'explosion déchira le char comme du papier. Des flammes jaillirent à 10 mètres de haut. Puis le deuxième obus. Le propre char de Jacques. Il sentit l'onde de choc avant même d'entendre l'explosion. Métal en fusion, cris, fumée noire. En 15 minutes, ce seul char Tigre, sous le commandement du SS Obersturmführer Michael Wittmann, détruisit 14 chars britanniques et 15 véhicules semi-chenillés. L'équipage de Jacques survécut. Mais ce qu'il vit ce matin-là allait changer à jamais la doctrine militaire britannique. 3 semaines plus tard, le 7 juillet 1944, le quartier général de la 2e armée britannique publia l'ordre numéro 138, classifié secret défense, contenu. Les attaques frontales contre les chars Tigre allemands sont désormais absolument interdites. Ceci est l'histoire d'un carnage si dévastateur qu'une armée entière dut changer sa tactique. La force blindée britannique de 1944 était fière et aguerrie. Après 4 ans de guerre, ils avaient combattu en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie. Ils avaient affronté Rommel, des divisions blindées allemandes, mais rien ne les avait préparés au Tigre. Le Tigre n'était pas un char ordinaire, c'était une forteresse roulante, 57 tonnes d'acier et de feu. Son canon de 88 mm pouvait percer le blindage des chars alliés à 2000 mètres. Son blindage frontal, épais de 100 mm, était pratiquement impénétrable aux obus britanniques. Mais le pire n'était pas la technologie, c'était l'impact psychologique. Les tankistes britanniques ne l'appelaient pas Tigre, ils l'appelaient piège mortel, ils l'appelaient la bête. Certains l'appelaient simplement ça, comme si le nom lui-même était une malédiction. La 7e division blindée, les célèbres rats du désert, eut ses premières rencontres avec les Tigres en mai 1944. Dans le cadre des préparatifs pour la Normandie, ils reçurent des briefings sur le blindage allemand. Un rapport du 3 mai 1944, rédigé par le commandant Thomas Harrington, officier du renseignement, les équipages montrent une nervosité extrême au sujet des chars Tigre. Plusieurs équipages ont demandé à être mutés hors du service des chars. Un sergent a déclaré « Je préférerais être dans l'infanterie plutôt que de combattre des tigres. Ces problèmes de morale exigent une attention immédiate. » Le commandement britannique tenta de combattre la peur. Ils montrèrent des films d'entraînement. Ils insistèrent sur la supériorité numérique. Ils arguèrent que les Tigres étaient rares, que les Allemands n'en avaient construit qu'environ 1300. Mais les chiffres ne rassuraient personne qui faisait face à un Tigre. La réalité était brutalement simple. En combat direct, le Tigre gagnait toujours. Les chars Sherman britanniques, qui constituaient le gros de l'équipement, étaient équipés d'un canon de 60 mm. À 500 mètres, ils ne pouvaient pas percer le blindage frontal du Tigre. Le Tigre pouvait détruire un Sherman à 2000 mètres. Cela signifiait le Tigre avait un avantage mortel de 1500 mètres. Le Tigre pouvait tuer 4 Sherman avant même qu'ils ne soient à portée de tir. Cet abîme mathématique rongeait le moral. Les manuels tactiques britanniques recommandaient des attaques de flanc. En théorie, cela semblait bon.
plusieurs chars attaquant simultanément de différents côtés, forçant le Tigre à pivoter, exploitant sa vitesse de rotation de tourelle plus lente. En pratique, la plupart des équipages mouraient avant de se mettre en position. Une tentative le 10 mai 1944, près de Tilly-sur-Seulles, illustra le désespoir. Le commandant Pierre Collins, du 5e régiment royal de chars, tenta une attaque de flanc coordonnée avec 6 chars Cromwell contre un seul Tigre. Le plan était précis, 3 chars de la gauche, 3 de la droite attaquant simultanément. Ils arrivèrent à 800 mètres. Le Tigre resta immobile. Son équipage était incroyablement bien entraîné. Le commandant repéra le groupe de gauche en premier. 2 obus, 2 Cromwells morts en 12 secondes. Puis la tourelle pivota vers la droite. Balayage de 50 degrés en 4 secondes. 2 autres Cromwells explosèrent. Les 2 chars restants, dont celui de Collins, se replièrent. Sur 6 chars, il n'en restait que 2. Le Tigre n'avait pas une égratignure. Collins écrivit dans son rapport: « L'équipage allemand a fait preuve d'une efficacité surhumaine. Chaque mouvement était calculé, chaque tir précis. Nous n'étions pas dans un combat, nous étions dans une exécution. Je recommande d'arrêter toutes les attaques frontales contre les chars Tigres jusqu'à ce que nous obtenions un équipement équivalent. » Le commandement britannique reçut des dizaines de rapports similaires entre mai et juin 1944. Chacun racontait la même histoire. Le Tigre gagne toujours. Juin 1944. Les Alliés débarquent en Normandie. Les Allemands se replient, de manière chaotique, semblait-il. Le XXX Corps britannique, sous le commandement du lieutenant-général Gérard Lemaire, avait pour mission d'avancer rapidement vers le sud. Objectif: prendre la ville de Villers-Bocage, percer les lignes allemandes, avancer vers Caen. Au matin du 13 juin, tout semblait se dérouler comme prévu. La 7e division blindée, menée par la 22e brigade blindée, traversait Villers-Bocage. Presque aucune résistance. La ville semblait vide. À 08h, le régiment de Yeomanry du comté de Londres avait dépassé la ville et remontait la route 175 en direction du point 213, une hauteur à l'est de la ville. La colonne était longue, chars Cromwell, Sherman Fireflies, véhicules semi-chenillés, camions de ravitaillement. Ils roulaient en ligne, formation de marche standard. Personne ne s'attendait à l'ennemi. À ce moment-là, Michael Wittmann, SS Obersturmführer de la 101e section de chars lourds SS, était positionné à 3 km au sud-est. Il avait 4 chars Tigre sous son commandement. En voyant la colonne britannique, il reconnut immédiatement l'opportunité. Ils étaient vulnérables, en ligne, flancs non protégés. Il annonça à ses chars: « J'attaque, suivez-moi ». À 08h45, le Tigre de Wittmann surgit d'un bosquet directement sur la route. Les Britanniques le virent trop tard. Wittmann ouvrit le feu. Premier obus, le Cromwell de tête explosa. Deuxième obus, un Sherman Firefly, le seul véhicule britannique doté d'un canon suffisamment puissant pour menacer le Tigre, anéanti. Troisième, quatrième, cinquième obus. Chaque obus atteignit sa cible, chaque obus tua. La colonne britannique sombra dans la panique. Les chars tentèrent de faire demi-tour, se percutèrent. Le chaos. Certains équipages, paniqués, sautèrent hors de leurs chars et s'enfuirent à pied. Wittmann longeait la colonne, comme un boucher, méthodique, précis, sans se presser. Il savait qu'aucun char britannique ne pouvait l'arrêter. En 15 minutes, il détruisit personnellement 11 chars. Ses 3 Tigres de soutien anéantirent 3 autres chars et 15 semi-chenilles. Puis, Wittmann fit pivoter son Tigre et se dirigea seul vers la ville de Villers-Bocage. Un acte d'une audace presque arrogante. Un seul char contre toute une brigade. Dans la ville, il trouva d'autres véhicules britanniques. Il détruisit 3 autres chars au centre-ville. Ce n'est que lorsque l'infanterie britannique, armée de piattes, tira depuis les bâtiments qu'il se retira. Son Tigre avait subi des dégâts légers, mais était opérationnel. Wittmann et son équipage s'échappèrent.
La bataille de Villers-Bocage dura jusqu'au soir. Les Britanniques amenèrent des renforts. Mais le mal était déjà fait. La 7e division blindée, l'une des unités britanniques les plus élitistes, avait été stoppée par un seul char, par un seul homme. Les conséquences de Villers-Bocage furent catastrophiques, non seulement militairement, mais aussi psychologiquement. Le lieutenant Étienne Moreau, qui avait survécu au massacre, écrivit plus tard dans ses mémoires « J'ai vu mes amis brûler vifs. Nous ne pouvions rien faire. » Nos obus ricochaient sur son blindage comme des cailloux. Il se déplaçait avec une telle assurance, comme s'il était invulnérable. À ce moment-là, j'ai compris. Nous ne pouvions pas gagner. Pas comme ça. Cette réalisation se répandit dans les rangs britanniques comme une traînée de poudre. Les rats du désert, vétérans d'El Alamein, étaient démoralisés. Des officiers rapportèrent des équipages refusant de remonter dans leurs chars. Certains désertèrent. Un rapport secret du 20 juin 1944, rédigé par le brigadier Guillaume Leclerc, commandant de la 22e brigade blindée. Le moral est au plus bas. Les hommes parlent ouvertement de l'insuffisance de notre équipement. Il y a une conviction croissante que nous n'avons aucune chance contre les chars Tigres. Plusieurs officiers ont recommandé en privé d'éviter tout affrontement direct avec les Tigres. Je crains que, si nous n'agissons pas, il n'y ait des désertions massives. C'était sans précédent. L'armée britannique avait des problèmes de discipline, comme toute armée, mais une mutinerie ouverte à cause de la supériorité de l'ennemi, c'était nouveau. Le 25 juin 1944, le général Bernard Montgomery, commandant en chef des forces terrestres alliées, tint une réunion secrète avec ses généraux de division. Le sujet, le problème des Tigres. Montgomery était connu pour son optimisme et sa discipline de fer. Mais même lui ne pouvait ignorer la réalité. Selon le procès-verbal de la réunion, déclassifié seulement en 1998, Montgomery déclara « Nos hommes se battent avec un courage exceptionnel, mais ils se battent avec une main attachée dans le dos. Nos Shermans sont des cercueils sur roues, nos Cromwell ne sont pas meilleurs. Contre les Tigres, nous n'avons qu'une seule tactique, l'évitement ou la supériorité numérique. Je propose que nous fassions de l'évitement une doctrine. » Cette déclaration était révolutionnaire, l'évitement comme doctrine. En d'autres termes, si vous voyez un tigre, ne vous battez pas, fuyez. Le général Émile Dubois, commandant de la seconde armée, acquiesça, mais il alla plus loin. Il proposa un ordre formel interdisant les attaques frontales. Le 7 juillet 1944, l'ordre 138 fut promulgué, le texte intégral. Déclassifié en 1994, ordre d'opération numéro 138, classifié secret. A. Toutes les unités blindées. Seconde armée. Objet. Tactique contre les chars lourds allemands, en vigueur immédiatement. Les attaques frontales contre les chars Tigres ou Tigre royal allemands identifiés sont interdites. Les équipages ne peuvent engager le combat que dans les conditions suivantes. A. Supériorité numérique d'au moins 4 contre 1. B. Position de flanc est assurée. C. Route de retraite est ouverte. Les commandants qui enfreignent cet ordre seront traduits devant une cour martiale. Signé, lieutenant-général Émile Dubois, commandant général, seconde armée. Cet ordre était extraordinaire pour plusieurs raisons. Premièrement, il reconnaissait ouvertement que les chars britanniques étaient inférieurs. Deuxièmement, il faisait de la lâcheté un devoir. Les équipages, qui voulaient se battre héroïquement contre les Tigres, risquaient la cour martiale. Troisièmement, il était secret. Le public britannique ne devait pas savoir que son armée fuyait devant les chars allemands. L'ordre eut un impact immédiat. Les unités blindées britanniques reçurent de nouveaux manuels de tactique. La reconnaissance devint une priorité. Identifier les Tigres à distance, marquer leur position, demander un appui aérien.
Le combat direct devint une dernière option, pas la première. Les conséquences de l'ordre 138 furent considérables et complexes. D'un côté, il sauva des vies. Les pertes britanniques en chars contre les Tigres chutèrent dramatiquement. En juillet 1944, avant l'ordre, les régiments de chars britanniques perdaient en moyenne 38 chars par semaine contre les chars lourds allemands. En août, après la mise en œuvre de l'ordre 138, le chiffre tomba à 12. Les équipages étaient reconnaissants. Un extrait du journal du sergent Antoine Lambert, du 3e régiment royal de chars, daté du 15 août 1944. Aujourd'hui, nous avons vu un tigre à 1200 mètres. Avant, nous aurions dû attaquer. Aujourd'hui, nous avons appelé les Typhoon Jabos. 20 minutes plus tard, le tigre était de la ferraille. Aucun de nous n'est mort. Cet ordre sauve des vies. Dieu bénisse le général Dubois. Mais il y avait aussi un côté, moralement. Certains soldats se sentirent humiliés. La tradition militaire britannique mettait l'accent sur la bravoure, l'esprit d'attaque, ne jamais reculer. Maintenant, le commandement leur ordonnait de fuir. Certains vétérans le considérèrent comme de la lâcheté institutionnalisée. Une lettre du commandant Gérard Lemaire à son frère, datée du 3 septembre 1944, retrouvée plus tard dans les archives familiales. Nous sommes les fiers rats du désert qui ont vaincu Rommel. Maintenant, nous fuyons devant les chars allemands comme des enfants effrayés. Je comprends la logique, je comprends que cela sauve des vies, mais une partie de moi meurt chaque fois que je donne l'ordre de battre en retraite. Nous gagnerons cette guerre avec des nombres et la supériorité aérienne, pas avec du courage. Est-ce une victoire ou simplement une survie? Stratégiquement, l'ordre 138 changea la façon dont les Britanniques se battaient. Ils développèrent de nouvelles tactiques basées sur le principe de l'évitement, tactique alpha, coordination aérienne. Dès qu'un tigre était repéré, l'unité blindée se retirait et appelait les chasseurs Typhoon. Les Typhoon transportèrent des roquettes capables d'attaquer les chars tigres par le haut, là où le blindage était plus mince. Cette tactique était efficace, mais dépendante de la météo. Les jours nuageux. Aucun Typhoon ne volait. Un exemple de cette tactique fut la bataille de la crête de Bourguébus le 18 juillet 1944. La 11e division blindée repéra 3 tigres sur une hauteur. Avant, ils auraient attaqué. Maintenant, sous l'ordre 138, ils appelèrent des escadrilles de Typhoon en 25 minutes. 8 Typhoon arrivèrent, tirant un total de 64 roquettes. 2 tigres furent détruits, un endommagé. Aucune perte de chars britanniques. Les équipages étaient soulagés. La tactique bêta, saturation d'artillerie. Les unités blindées travaillaient en étroite collaboration avec l'artillerie. Lorsqu'un char tigre était repéré, les canons de 25 livres ouvraient le feu en barrage. Pas pour détruire le tigre, c'était presque impossible, mais pour l'aveugler, bloquer sa vue pendant que les chars britanniques s'échappaient. À Cagny, le 19 juillet 1944, la Guards Armored Division utilisa cette tactique. Un tigre bloquait la route de Caen. Au lieu d'attaquer, ils appelèrent l'artillerie. 48 canons tirèrent 600 obus en 10 minutes. Le tigre ne fut pas détruit, mais aveuglé par la fumée et la poussière. Les chars britanniques contournèrent la position, tandis que l'artillerie continuait à tirer. Tactique gamma, attaque nocturne et contournement. Les commandants britanniques commencèrent à cartographier et à contourner les positions des tigres. Si un tigre défendait un carrefour, les Britanniques faisaient un détour de 10 km. Ils attaquaient de nuit, lorsque les équipages des tigres avaient une mauvaise visibilité. Une application remarquable fut l'opération Totalise, le 8 août 1944. Le général Guy Simonds planifia une attaque de chars nocturnes, en partie pour éviter les tigres. Les chars britanniques et canadiens attaquèrent à 23h100, soutenus par des projecteurs anti-aériens éclairant le ciel.
les tigres allemands, dont l'avantage était la portée, ne pouvaient pas combattre efficacement la nuit. L'opération gagna un terrain considérable, malgré la présence de tigres dans la zone. Ces tactiques étaient intelligentes, pragmatiques et sauvaient des vies. Mais elles étaient aussi des concessions de faiblesse. Les Allemands l'ont reconnu. Un rapport de renseignement allemand du 12 août 1944, capturé à Falaise, mentionnait « La tactique des chars ennemis a significativement changé. Les unités de Sherman britanniques évitent le combat direct avec nos tigres. Ils se retirent et appellent un soutien aérien. Cela montre que notre supériorité technique les a démoralisés. Tant que nous aurons des tigres sur le terrain, ils n'oseront pas attaquer de front. Recommandation, utiliser les chars tigres comme une dissuasion stratégique, pas seulement comme une arme tactique. Les commandants allemands utilisèrent ceci. Ils positionnèrent des tigres à des points clés, non pas pour attaquer, mais pour bloquer les mouvements alliés. Un tigre à un carrefour était plus efficace que 10 Panzer IV à la même position, non pas à cause de la puissance de feu, mais à cause de l'effet psychologique. Les commandants britanniques contournaient, attendaient un soutien aérien, gaspillant du temps et des ressources. C'était le triomphe du tigre. Il gagnait sans combattre. Michael Wittmann lui-même fut tué le 8 août 1944, lorsque son tigre fut touché par un Sherman Firefly canadien en embuscade. Ironie. La seule façon de le vaincre n'était pas par une attaque frontale, mais par surprise. Sa mort ne changea rien à la tactique britannique. Le mythe du tigre était plus fort que l'homme. Les effets à long terme de Villers-Bocage et de l'ordre 138 dépassèrent largement 1944. Après la guerre, les historiens militaires analysèrent l'événement intensivement. Une étude du British Army War College de 1951, Lessons from Normandy, Tiger Encounters, arriva à des conclusions remarquables. Villers-Bocage démontra les limites de la supériorité numérique contre la supériorité qualitative. Un seul char techniquement supérieur, mené par un équipage expérimenté, peut arrêter toute une brigade. Ceci contredit la théorie traditionnelle de la guerre, qui met l'accent sur la masse plutôt que sur la qualité. Les armées modernes doivent apprendre cette leçon. La supériorité technologique peut surpasser la supériorité tactique. L'étude recommanda que les futurs programmes de chars britanniques privilégient la qualité par rapport à la quantité. Ceci mena directement au développement du char Centurion, introduit en 1945, et considéré comme l'un des meilleurs chars de l'après-guerre. Le Centurion avait un canon de 17 livres. Plus tard, un canon de 20 livres et un blindage lourd. Il était conçu pour pouvoir combattre les tigres. Mais personnellement, les cicatrices sont restées. Le lieutenant Maxime Dubois, qui survécut à Villers-Bocage, souffrit de stress post-traumatique pendant des décennies. Dans une interview en 1982, il dit « J'entends encore le bruit des obus de 88 mm. Je vois encore les flammes. Je sens encore la chair brûlée de mes camarades pendant 50 ans. J'ai eu des cauchemars. Mes enfants me demandaient pourquoi je criais dans mon sommeil. Je n'ai jamais pu leur dire. Comment expliquer que vous avez combattu quelque chose d'invincible? Que l'ordre que vous avez reçu de fuir vous a sauvé la vie, mais a brisé votre âme. Maxime Dubois n'était pas seul dans sa souffrance. Le caporal Antoine Lefebvre, également un survivant de Villers-Bocage, développa un grave alcoolisme après la guerre. Sa femme écrivit au ministère de la Guerre en 1967 « Mon mari boit pour noyer les souvenirs, il se réveille en criant, il voit des chars tigres dans l'ombre, il dit que l'odeur de caoutchouc brûlé le fait vomir parce que ça lui rappelle ses camarades qui brûlaient. Pouvez-vous aider ?» Le ministère de la Guerre répondit avec les procédures standards pour les traumatismes de guerre. Cela a peu aidé. Antoine Lefebvre mourut en 1971 de cirrhose du foie, à l'âge de 49 ans. Son fils dit à l'enterrement « Mon père est mort en France en 1944.
Son corps a juste mis 27 ans à suivre. Ces histoires tragiques se répétèrent à travers des centaines de familles. Le fardeau psychologique de Villers-Bocage perdura à travers les générations. Le sergent Patrick Leclerc, Français qui combattit pour les Britanniques, émigra en Australie en 1946, essayant d'échapper aux souvenirs. Ça n'a pas marché. En 1953, il écrivit dans une lettre à sa sœur: « Je suis à 15 000 kilomètres de Villers-Bocage, mais chaque nuit, je suis de retour sur cette route, voyant le tigre sortir du bois, entendant les explosions. La distance ne guérit rien. La guerre ne finit jamais dans l'esprit de ceux qui l'ont survécu. » D'autres vétérans partagèrent des histoires similaires. Une étude de l'Université d'Oxford de 1989 sur les traumatismes de guerre interrogea 127 vétérans de chars britanniques de Normandie. 89% rapportèrent avoir ressenti une peur extrême des tigres. 67% avaient des effets psychologiques à long terme. 34% dirent que l'ordre d'éviter les tigres les avait remplis de honte, bien qu'ils comprenaient que c'était pour sauver leur vie. Un participant, anonyme, dit « Je suis reconnaissant d'avoir survécu. Mais une partie de moi a le sentiment que j'ai fui, pas combattu. Rationnellement, je sais que c'était juste. Émotionnellement, ça ressemble à de la lâcheté. Je n'ai jamais dit à ma femme que j'avais fui devant des chars allemands. Elle pense que j'étais un héros. Je la laisse croire. » Ce conflit intérieur montre la complexité psychologique de l'ordre 138. Il a sauvé des vies, mais il a coûté un prix en fierté et en estime de soi. Les innovations tactiques qui résultèrent de l'ordre 138 influencèrent la doctrine militaire de l'après-guerre dans le monde entier. Le concept des armes combinées, Combined Arms Warfare, devint central pour la stratégie de l'OTAN. L'idée était simple. Aucun système d'armes ne devait combattre seul. Les chars travaillent avec l'infanterie, l'artillerie et le soutien aérien. Si un système ennemi est supérieur, utilisez un autre système pour le vaincre. Cette doctrine était directement inspirée par les expériences britanniques face aux tigres. Les États-Unis ont pris ces leçons à cœur. Les chars américains avaient des problèmes similaires contre les tigres, comme les Sherman britanniques. Après la guerre, les États-Unis ont développé les chars M47, M48 et M60 Patton, qui se concentraient sur le blindage et la puissance de feu. Plus tard, le M1 Abrams, introduit en 1980, fut conçu avec cette philosophie. Plus jamais un char américain ne devrait être inférieur à un char ennemi. L'Abrams avait un blindage composite, un canon à âme lisse de 120 mm, des systèmes de conduite de tir avancés. Il était construit pour dominer tout char ennemi sur le champ de bataille. Cette philosophie venait directement des leçons de Villers-Bocage. Les Soviétiques ont tiré des leçons similaires. Les chars T-34 soviétiques étaient aussi impuissants contre les tigres que les Sherman. Après la guerre, les Soviétiques ont développé une doctrine de supériorité numérique. Si un char ennemi est techniquement supérieur, envoyez-en 10 des vôtres. Mais ils ont aussi investi dans la qualité, le T-54-55, le T-62, puis le T-72 et le T-80 ont été conçus pour rivaliser avec les chars occidentaux. C'était aussi une réponse à l'expérience du tigre. La guerre psychologique que le tigre représentait a également été étudiée. Les théoriciens militaires ont réalisé qu'un système d'armes qui engendre la peur a une valeur stratégique qui dépasse son efficacité tactique. Le tigre a détruit des chars britanniques. Oui, mais plus important encore, il a détruit le moral britannique. Il a forcé les adversaires à modifier leurs tactiques, à détourner des ressources, à combattre de manière conservatrice. Les systèmes militaires modernes, comme le Léopard 2, le Challenger 2 et le Leclerc, ont été conçus avec ce principe. Soyez si intimidants que l'ennemi hésite à engager le combat. L'effet psychologique fait partie de l'arme.
C'est le véritable héritage de Villers-Bocage. Aujourd'hui, 8 décennies plus tard, un petit monument se dresse à Villers-Bocage. Il commémore les soldats britanniques morts le 13 juin 1944. Les habitants déposent des fleurs. Des vétérans, peu encore en vie, visitent parfois la rue Clemenceau où le char Tigre de Whitman a anéanti la colonne. Et maintenant, une rue paisible avec des magasins et des cafés. Des enfants jouent là où des chars brûlaient autrefois. En 2004, pour le 60e anniversaire, la ville a organisé une commémoration. Jacques Martin, alors âgé de 84 ans, y a participé. Un journaliste français lui a demandé « Que ressentez-vous en revenant ici ?» Martin resta longtemps silencieux. Puis il dit « Je ressens de la tristesse pour les hommes qui sont morts ici. Je ressens de la gratitude d'avoir survécu. Et je ressens quelque chose d'étrange, du respect pour le commandant de chars allemand. Il a fait son devoir, comme nous avons fait le nôtre. Il était brillant et mortel. Je le haïssais à l'époque. Maintenant, tant d'années plus tard, je peux reconnaître sa capacité, sans oublier la douleur qu'il a causée. La guerre est complexe. Les ennemis sont des humains. Les héros et les monstres sont parfois la même personne. La tombe de Whitman se trouve à Lacombe, un cimetière militaire allemand en Normandie. 21 222 soldats allemands y sont enterrés. Sa pierre tombale est simple. SS Obersturmführer Michael Whitman, décédé le 8 août 1944. Certains visiteurs déposent des fleurs, d'autres crachent sur la tombe. L'histoire n'est jamais simple. L'ordre 138 a été officiellement annulé en 1945. Lorsque la guerre a pris fin, mais ses principes perdurent, la doctrine militaire moderne met l'accent sur les réponses flexibles, les armes combinées, la ruse tactique plutôt que le courage aveugle. Si l'ennemi est supérieur dans un domaine, attaquez dans un autre. Si vous ne pouvez pas gagner de front, trouvez un autre moyen. Cette sagesse a été acquise avec du sang dans les rues de Villers-Bocage. Si vous appréciez ces histoires de traumatisme stratégique et d'évolution tactique forcée, vous pouvez soutenir cette chaîne. Ces histoires ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives. Ce sont les moments qui ont décidé de la vie et de la mort, de la victoire et de la défaite. Elles nous montrent que la guerre n'est pas seulement de la technique, pas seulement de la stratégie, mais aussi de la psychologie humaine. La peur peut paralyser des armées. Le respect de l'ennemi peut enseigner la sagesse. Les traumatismes peuvent durer des générations. Chaque Super Thanks me permet d'aller plus loin dans les archives, d'interviewer des vétérans dont les voix s'éteindront bientôt pour toujours, de numériser des documents qui se décomposent dans les caves. Ce travail ne se contente pas de préserver l'histoire, il honore les personnes qui l'ont vécue. L'analyse de Villers-Bocage par les académies militaires modernes est unanime. Ce fut un tournant dans la doctrine tactique. Le British Army Staff College de Camberley utilise Villers-Bocage comme étude de cas dans les cours sur la tactique des chars. Les cadets apprennent. La supériorité technique nécessite une adaptation tactique. La supériorité numérique ne garantit pas la victoire. Le moral est une arme que les deux camps peuvent utiliser. Le Royal Tank Regiment Museum présente une exposition sur le complexe du Tigre, comme l'appellent les historiens. Elle présente des documents allemands capturés, des ordres secrets britanniques, des journaux personnels. Une pièce de l'exposition est une copie de l'ordre 138. À côté se trouve une citation du lieutenant-général Dempsey, tirée de ses mémoires d'après-guerre. Donner cet ordre a été l'une des décisions les plus difficiles de ma carrière. Je savais qu'il pouvait être mal interprété comme de la lâcheté, mais j'avais une responsabilité, protéger la vie de mes hommes. La retraite tactique n'est pas une honte si l'alternative est une mort insensée. Nous n'avons pas gagné la guerre par des attaques frontales héroïques contre les tigres. Nous avons gagné par la ruse, par les armes combinées, par l'exploitation de nos forces. C'est la leçon que tout commandant doit apprendre. Combattez la bataille que vous pouvez gagner.
pas la bataille que l'ennemi veut. Ces mots sont gravés en bronze sur le mur du musée. Des étudiants, des historiens, des vétérans les lisent. Certains hochent la tête, certains pleurent. En 2019, l'historien britannique Dr Arnaud Lefebvre a publié un livre, La guerre des chars, la dimension psychologique. Un chapitre entier est consacré à Villers-Bocage. Lefebvre soutient « Le Tigre était efficace non pas à cause de son canon ou de son blindage seulement, mais à cause du mythe qui l'entourait. Les soldats alliés croyaient qu'il était invincible. Cette croyance l'a en fait rendu presque invincible. Prophétie autoréalisatrice. Les équipages qui croyaient qu'ils allaient perdre ont combattu plus mal, ont commis des erreurs, ont paniqué. Les équipages qui croyaient qu'ils pouvaient gagner ont été plus agressifs, plus précis, plus courageux. Le Tigre a gagné de nombreuses batailles avant même qu'un coup de feu ne soit tiré, simplement parce que l'adversaire était déjà battu psychologiquement. L'ordre 138 était une réponse à cette arme psychologique. En permettant à ces hommes de se replier sans honte, il a réduit leur peur. Il a dit « Vous n'êtes pas obligés de mourir en héros. Vous avez le droit de survivre et de combattre un autre jour. » Cela a diminué la panique, amélioré la prise de décision et sauvé des vies. Cette perspicacité est intemporelle. Les unités antiterroristes modernes, les forces de police et même les stratégies d'entreprise utilisent des principes similaires. Face à la supériorité, retirez-vous, cherchez un avantage ailleurs, combattez selon VOS conditions, pas celles de l'ennemi. Villers-Bocage a enseigné cette leçon, dans le sang et le feu. Quel moment de cette histoire vous a le plus marqué? Est-ce le massacre de 15 minutes? L'ordre secret qui a fait du repli un devoir? Les cicatrices psychologiques, qui ont duré des décennies chez les vétérans. Beaucoup d'entre vous partagent des histoires de famille dans les commentaires. Des grands-pères qui ont combattu en Normandie, des documents retrouvés dans des greniers, des journaux intimes restés fermés pendant des décennies. Ces liens personnels rendent l'histoire vivante. Ils nous rappellent que derrière chaque statistique, chaque ordre, chaque char tigre, il y avait un être humain, avec des espoirs, des craintes. Des familles, vos histoires honorent leur mémoire. Partagez vos pensées. Chaque commentaire ajoute une couche à cette mosaïque historique. Et si vous voulez que je raconte plus d'histoires de ce genre, des histoires d'innovation tactique nées du désespoir, d'adaptation humaine sous stress extrême, des dimensions psychologiques de la guerre, faites-le moi savoir. Les archives sont remplies de ces moments. Des moments où les armées ont dû changer leur doctrine. Où les soldats ont appris que la survie est parfois plus importante que l'héroïsme. Où les leçons ont été écrites avec du sang et coulées dans le bronze pour les générations futures. Merci de votre écoute.